Donc, vous voyez vraiment un artiste qui a de multiples facettes. Et on arrive à celle qui fait l'affiche de l'exposition, qui est la belle Simonetta ici, figure allégorique, c'est très important, puisque on pense que c'est une inspiration d'après Simonetta, mais pas exactement Simonetta elle-même. Alors, cette belle femme qui est sur un fond noir, plus grande que nature, pardon, et qui nous apparaît ici un peu comme une espèce d'apparition. Alors, profil en médaille, mais pas exactement, puisque si vous regardez bien, on voit un petit peu son œil gauche ici, avec cette coiffure extraordinaire, ce bijou, cette pierre rouge et des plumes de paon probablement, qui attache cette tresse postiche décorée avec des rubans et des perles qui vient derrière son cou ici et qui se rejoint ensuite devant sa poitrine, avec d'autres tresses également de sa chevelure, aussi également d'autres perles, et puis ce bijou très sophistiqué qu'elle a, ce camé, qui reprend un peu en inversé, plutôt en abîme, le blanc sur fond noir, comme sa propre représentation que l'on a ici. Alors, on va y venir justement, la représentation de ce médaillon. Est-ce que c'est une personne réelle? Est-ce que c'est une allégorie? Probablement, puisque regardez ici, on a là et là des reflets métalliques qui pourraient faire penser à des reflets d'armure, et ça pourrait être donc une représentation de Minerve, toujours cette figure tutélaire des Médicis, et Minerve, dont il se serait inspiré de la belle Simonetta dont on a déjà parlé, Simonetta Vespucci, qui était l'épouse de Marco Vespucci, donc qui avait été élue la Giostra, c'est-à-dire la reine du tournoi, et à qui ce tournoi était dédié, et donc avait une représentation sur l'étendard porté par Julien de Médicis. Alors, Simonetta, qui d'ailleurs meurt très jeune, à 23 ans, de la tuberculose, elle meurt en 476. On sait, d'après les contemporains, c'était une femme effectivement très très belle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir donc, ce médaillon dont je vous ai parlé, et dans l'exposition sont montrés un taille à gauche, qui est une cornaline antique, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, et une médaille en bronze, qui a été réalisée d'après ce modèle, justement, cette médaille ancienne, qui a été, réalisée pendant le Quattrocento. Et qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas très bien avec les reflets sur la taille, on voit mieux sur la médaille en bronze, on voit ce personnage accroché à un arbre, un petit personnage à côté à genoux, devant celui qu'on reconnaît, qui est donc Apollon, qui joue de sa lyre, puisque ici, c'est Marsyas. Marsyas qui avait défié Apollon lors d'un concours musical, avait dit qu'il jouait mieux que lui d'un instrument avant, qui bien sûr perd le concours et qui est châtié, et la punition va être terrible puisqu'il va être écorché vif. Donc c'est cette scène qui est représentée sur cette pierre rouge, donc le côté rouge de la cornaline en allusion à son supplice, et le petit aide Olympe qui supplie d'épargner son maître, ce qui ne sera pas fait. Et donc c'est cette scène qu'on a ici sur le médaillon, là on le reconnaît très bien maintenant, Marsyas, Apollon et le petit Olympe ici qui supplie la clémence. Donc, c'est cette référence à l'antique. On avait vu donc les reflets de l'armure qui font penser à Minerve et qu'on retrouve ici redoublé avec cette référence à l'antique. Dans cette même salle, également une étude de tête féminine, ici ce dessin, ici avec des rehauts de blanc. Donc, on retrouve quelques ressemblances avec Simonetta qu'on vient de voir, mais des rehauts blancs ici qui sont très rapides. Alors, deux solutions. Soit c'est Botticelli qui a fait ce dessin en faisant des indications très rapides, puisqu'il sait qu'il aura affaire à un assistant doué qui va comprendre ce qu'il va lui dire, ou au contraire, on a eu un assistant qui a eu du mal à reprendre ces coups de lumière ici de manière aussi sophistiquée que pourrait le faire son maître. Et puis voilà, on avait déjà vu tout à l'heure, à côté de la tapisserie, donc au verso de ce dessin, on a cette image ici qui est la Minerve, donc la Minerve pacifique avec son rameau d'olivier. Et là aussi, on pense que c'est un assistant qui aurait repris le dessin original de Botticelli, qui aurait servi donc ensuite pour la tapisserie, et ce dessin qui aurait probablement servi aussi pour faire l'étendard de Julien de Médicis lors de cette fameuse joute. Et nous arrivons à ces Vénus extraordinaires, Vénus pudica, puisqu'elle se
masque, avec ses cheveux et ses mains, ses parties intimes. Ici, c'est deux Vénus, je vais y revenir tout à l'heure, qui font également un peu penser en visage à Simonetta. Mais alors là, je vais tout de suite aller contre une idée qui est assez répandue à la suite d'un roman, ceci dit, qui est très bien écrit et qui nous parle de Botticelli, et qui met en scène Simonetta Vespucci comme si Simonetta Vespucci était allée poser dans l'atelier de Botticelli. Mais ça, c'est juste impossible. Botticelli, il a certainement vu Simonetta, hein, il a pu la croiser dans les rues de Florence, mais on n'est pas au 19e siècle. De penser qu'une femme de si haute naissance serait allée poser chez un simple peintre, à l'époque, les peintres étaient considérés comme de simples artisans, c'est tout simplement impossible. En revanche, qu'il se soit inspiré de son physique, ça, c'est effectivement tout à fait envisageable. Et d'où est tirée la pose de ces Vénus? Eh bien, d'une œuvre qui n'est pas présente dans l'exposition, mais qui est la naissance de Vénus, que l'on a ici, où on retrouve cette Vénus exactement dans la même pose. Donc, vous vous souvenez de l'histoire, la naissance de Vénus, au départ, c'est la Terre Gaïa qui est unie à son mari Ouranos et sans arrêt unis, font beaucoup d'enfants jusqu'à ce que Gaïa en puisse plus de cette étreinte permanente et demande à un de ses enfants, Saturne, d'éloigner un peu son père. Ce que Saturne fait d'une manière magistrale, c'est qu'il va couper donc les parties génitales de son père et les testicules tranchés de son père, Ouranos, lorsqu'elles vont tomber dans la mer, vont être la semence va engendrer cette Vénus anadiomène, c'est-à-dire une Vénus marine qui arrive ici sur sa conque, poussée par Zéphyr aidé de Hora et une divinité, une des heures qui lui tend un manteau parsemé de fleurs. Donc ça, c'est un tableau aussi tout à fait extraordinaire qui lui a été commandé probablement par le même Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, donc le neveu de Laurent de Magnifique, qui lui-même lui avait commandé ces illustrations extraordinaires de la Divine Comédie qu'on a vue. Et comment est-ce qu'il a eu l'idée de représenter cette Vénus? On pense qu'il s'est inspiré d'un texte ancien, Ange Policien, qui donc est le poète dont on a déjà parlé, s'est inspiré lui-même de Pline l'Ancien, et qui aurait décrit une peinture murale extrêmement célèbre d'un peintre antique qui s'appelle Apelle, un peintre du IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui aurait représenté une divinité à peu près dans cette pose. Donc, ça qui est intéressant, c'est que Botticelli sait très bien s'inspirer de textes pour ensuite mettre en image toute une mythologie. Et vous voyez, quand je vous disais qu'il s'intéresse pas tellement au paysage, on a un peu l'impression d'une scène de théâtre, en fait, avec ce paysage qui est représenté de manière très synthétique. On a aussi à l'esprit cette Vénus qui fait partie de la collection médicéenne, mais il n'y a aucun texte qui prouve l'existence de cette Vénus dans les collections à cet endroit-là. On sait à coup sûr qu'elle a été identifiée le siècle suivant, mais en tout cas, c'est toujours ce même motif de Vénus pudique. Alors, pour revenir à ces Vénus pudiques, donc deux versions, celle de gauche qui est là aussi une commande plus prestigieuse puisqu'il y a beaucoup de rehauts d'or dans les cheveux. Celle de droite, elle est habillée, donc une petite variante, elle est habillée d'un voile, mais un voile extrêmement transparent. Alors, les taches vertes que vous avez ici, c'est les simples reflets des spots sur la toile. Et comme on avait vu Simonetta, cette espèce d'apparition avec ce teint pâle, nacré sur ce fond noir, là aussi, un peu comme une apparition surnaturelle ou comme des sculptures, en fait, sur ce fond noir, un petit peu désincarné, en fait, comme une espèce d'allégorie également. Alors, il faut retenir que c'est quand même le premier nu féminin, les premiers nus féminins de l'histoire de l'art. Par la suite, les Giorgione, Titien, etc. vont s'engouffrer évidemment dans la brèche. Alors, on sait qu'il y avait dans les coffres de mariage dont on a déjà parlé, quand ils étaient ouverts et au revers du couvercle, on pouvait avoir des femmes nues, mais ce n'était pas des œuvres indépendantes, c'était simplement quand le coffre était ouvert. Ici, il s'agit d'œuvres indépendantes.
Et dans ces coffres de mariage, justement, parce que des femmes nues, on pensait que si le coffre était ouvert dans la chambre des mariés, ça allait les stimuler, etc. Et que par une espèce de contamination visuelle, si c'était une très très belle femme, ça pourrait donner lieu à de beaux enfants. Donc c'était la coutume à l'époque. Et tandis que ces œuvres-là, on pense qu'elles étaient accrochées dans un coin un petit peu discret de la maison, puisque c'était pas l'usage, donc à l'époque, d'avoir des représentations de femmes nues indépendantes. Alors évidemment, un modèle qui va faire école, parce qu'ici on a un contemporain, Lorenzo Di Credi. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus charpentée. Alors elle s'appuie sur sa jambe droite. Et en gros plan ici, lui, c'est une technique particulière, ce drapé ici qui paraît un petit peu moucheté, puisque c'est une technique où il va pulvériser de la suie, on appelle ça du spolvero, pour donner un petit peu de relief à son drap.